Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre émission Parlons de livres, notre émission destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous allons donc continuer dans notre série de contes inédits des œuvres de Monsieur Lionel Zvika. Monsieur Zvika va donc continuer à partager avec nous ces merveilleux contes et il va rajouter, il va au fur et à mesure vous expliquer. Nous allons tous découvrir ce que Monsieur Zvika a donc à nous conter aujourd'hui. Bonjour Monsieur Zvika. Bonjour. C'est un plaisir de nous retrouver là. C'est reparti pour les contes. C'est vraiment un plaisir. Alors, je vous laisse la parole aujourd'hui. Vous allez donc dire aux spectateurs, aux personnes qui nous regardent, ce que vous avez à partager avec nous aujourd'hui. Alors voyez-vous, c'est très important de raconter des histoires aux enfants, aux adultes. Auparavant, on ne racontait pas d'histoires aux enfants. Il faut dire que les enfants même n'existaient pas. Et bien sûr qu'ils avaient l'âge d'être des enfants, mais ils étaient avec la famille. Et lorsque le conteur venait, il racontait à tout le monde. Et c'était surtout le public adulte qui l'écoutait. Et il y a une histoire que tout le monde connaît. Je dirais euh, à cause de Walt Disney. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Walt Disney avait des positions et politiques et racistes et raciales. Il était très pro-nazi. Même l'histoire que je vais vous raconter ici des frères Grimm, qui eux n'étaient pas mieux. Euh, 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 et- et, comment dirais-je, ce conte-là était malheureusement le conte préféré d'Adolf Hitler, qu'il regardait et regardait ce dessin animé qui est Blanche-Neige et les sept nains. Alors bien sûr, tout le monde connaît cette histoire et je vais vous la raconter en essayant de vous dire aussi les secrets, comme si vous étiez passé de l'autre côté, comme si vous étiez de mon côté et qu'en même temps, vous maîtrisiez complètement ce qu'il y a derrière le conte. On raconte dans cette histoire qu'il y avait donc un roi et une reine. Et alors ce roi et cette reine s'aimaient très fort et ils voulaient avoir un enfant. Mais rappelez-vous, il n'arrivait pas à voir cet enfant. Quoi qu'il arrive, il n'y arrivait pas. Mais un jour, il neigeait. La reine était au bord de la fenêtre, elle était en train, dans certains de ses contes, en train de coudre, dans d'autres en train de filer. Elle était en train de filer et de coudre, et soudainement, elle s'est piqué ce doigt. Vous savez, ce doigt qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour montrer, parce qu'il y avait simplement le Seigneur qui avait le droit de désigner. Et on a simplement le droit, nous, quand on est enfant, et quelquefois même quand on est adulte, de le lever pour demander la parole. Elle se pique donc ce doigt-là, et qu'est-ce qu'il se passe? Dans ce conte, on dit que 3 gouttes de sang tombent sur la neige. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'elle souhaite avoir une enfant, dont la peau soit blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang, et les cheveux noirs comme l'ébène. Si des enfants m'écoutent, l'ébène, c'est un bois, hein, c'est un arbre dont le bois est si précieux qu'on en faisait des œuvres d'art. Elle se pique le doigt. Et là, elle souhaite avoir cet enfant. Pourquoi ne pouvait-elle pas avoir d'enfant avant? Pour une raison toute simple, abominable, je dirais. Ce roi était marié avec une jeune fille qui n'était pas encore en âge d'avoir des enfants. Mesdames et messieurs, là, les enfants n'écoutaient pas. Mesdames et messieurs, cela veut dire que l'on a dans ce conte un acte pédophile, tout simplement. Et c'est seulement et seulement à ce moment-là qu'elle a ses règles pour la première fois. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'elle a ses règles, on va dire qu'elle se pique le doigt, ce doigt-là. Vous savez, c'est ce même doigt, mesdames et messieurs. Allez voir les magnifiques tableaux de Michel-Ange où on voit que la création de Dieu se fait par le doigt. Et là, dans le conte, on va dire qu'elle sait. Et là, elle souhaite avoir cet enfant. Que lui arrive-t-il à la naissance de l'enfant? Elle meurt. Alors, pourquoi meurt-elle? Elle ne meurt pas pour de vrai, je dirais. Elle meurt pour de faux parce que nous allons avoir besoin de 2 personnages magiques. En général, dans le conte, on dit que la maman meurt à la naissance parce que ça permet de faire apparaître d'un côté la fée, toujours gentille, la sorcière, toujours méchante. Quand ce n'est pas une fée, c'est une nourrice ou alors une marraine. Vous savez,
pour ceux qui ont été baptisés, eh bien, la marraine, c'est cette fameuse femme qui est nommée à la naissance de l'enfant ou à son baptême comme devant prendre la place de la maman au cas où elle mourrait. Et du côté de la sorcière, eh bien, c'est ou sorcière, ou belle-mère, ou marâtre, selon les contes. Marâtre, ce sera, on le verra peut-être plus tard, dans le conte de Cendrillon, par exemple. Eh bien, la petite fille, donc, est morte, Blanche-Neige, de sa maman, qui était une toute jeune fille, hein. Elle devait peut-être à ce moment-là être 12, 13 ans. Vous savez, à cette époque-là, l'enfance n'existait pas, hein. Les enfants travaillaient, dès 4, 5 ans, et il y a encore des pays dans le monde, malheureusement, où des enfants ne vont pas à l'école, mais sont obligés de travailler. L'école obligatoire en France, on dit que l'école est obligatoire. Quand cela a été décidé, ce n'était pas pour embêter les enfants, c'était pour empêcher des grandes personnes ou des parents d'aller faire travailler leurs enfants. Et donc, la petite fille est là, sans maman. Que fait le roi? Eh bien, il se remarie avec une belle mère. Cette belle-mère, elle est belle, magnifique. C'est la plus belle de toutes les femmes du royaume, de toutes les femmes du royaume. Elle est magnifique. Vous me direz, elle a eu le temps de grandir entre le moment où elle a eu cet enfant et maintenant qu'elle devient la plus jolie femme. Lorsqu'il y a un bal, les rois et les reines qui viennent d'ailleurs, les princes, les comtes, les marquis, les marquises ne regardent qu'elle. Elle a une fille, rappelez-vous donc, c'est bien Blanche-Neige. Que fait Blanche-Neige? Eh bien, elle grandit. Au début, on dit: «Oh, c'est le plus beau bébé du monde. Oh, qu'il est mignon. Oh là là». Puis un jour, eh bien, on cesse de regarder la reine et on commence à regarder Blanche-Neige qui devient une jeune fille. Il y a une expression dans la langue française qui dit: «Un enfant vous met un pied dans la tombe». Ça ne veut pas dire que le fait d'avoir un enfant vous tue. Non, cela veut dire que lorsque vous n'avez pas d'enfant, vous êtes la plus jeune des personnes dans la famille, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, mais dès le moment où vous avez un enfant, vous avez des responsabilités. Vous n'êtes plus la plus jeune personne. Que se passe-t-il? Eh bien, cette reine qui est absolument magnifique, eh bien, elle parle à son miroir. Elle ne cesse pas, pardonnez-moi, de se regarder dans le miroir et elle se voit belle et évidemment, elle commence à vieillir un tout petit peu. Elle est plus aussi mince comme elle le souhaitait. Peut-être commence-t-elle à grossir et ça l'embête un petit peu. Elle commence à avoir 2 ou 3 rides et alors elle a peur. Elle a une peur abominable, c'est que son roi de mari tombe amoureux de sa fille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez me dire, eh bien, ça existe dans un conte. Rappelez-vous Podane, enfin, pour ceux qui le connaissent, le roi était amoureux de sa fille alors que sa femme était morte, mais il y avait les mêmes personnages tout à côté, bien sûr, elle était morte pour de faux, ne vous inquiétez pas. Et alors que va faire la fée, c'est-à-dire le bon côté de la maman, elle va lui mettre une peau d'âne et elle la perdra simplement lorsqu'elle sera amoureuse d'un garçon qui sera de son âge. Eh bien là, la belle-mère, face à son miroir, se voit vieillir. Dans le conte, c'est le miroir qui le parle. Le miroir a le rôle de la fée, de celui qui dit la vérité. La belle-mère a le rôle de la sorcière. Et cette sorcière qui a donc à ce moment-là peur, tellement peur, que son roi de mari tombe amoureux de sa fille, elle décide de s'en débarrasser. Alors elle va demander à un autre personnage, parce que bien sûr, elle ne va pas le faire toute seule, parce que bien sûr, c'est que son mauvais côté qui veut le faire. Son côté maternel, son côté de maman n'a pas du tout envie de se débarrasser de sa fille. Elle va demander au chasseur. Le chasseur, c'est celui qui a le droit de vie et de mort sur tous les habitants de la forêt. Je fais une petite pause. Rappelez-vous, nous avions un roi, c'était le papa, une reine, la maman. Comme je vous l'ai dit dans les contes, on l'a fait mourir à la naissance. On l'a remplacée par la belle-mère, la plus belle femme de tout le royaume, et le miroir.
La belle-mère qui a le rôle de la sorcière, le miroir qui a le rôle de la fée et Blanche-Neige. Mais dans la réalité, rappelez-vous, nous n'avons que 3 personnages. Et arrive alors 3 personnes, pardon. Arrive alors le 6e personnage, qui va être le chasseur. Qui est le chasseur? Eh bien, c'est le papa, celui qui a le roi de vie et de mort, le droit de vie et de mort dans la forêt, alors que le père, qui était le roi, avait le droit de vie et de mort dans l'ensemble du royaume. Il demande, elle demande, regardez bien, le côté sorcière de la maman qui est la belle-mère va demander au côté tueur du papa qui est le chasseur d'aller se débarrasser de leur propre fille, Blanche-Neige. Une petite chose. La seule chose où il ne faut pas s'inquiéter dans cette histoire, c'est que souvent dans les contes, on dit que ce sont les parents qui chassent les enfants. Mais en général, c'est les enfants qui ont envie de partir de chez les parents, quand ils ont commencé à grandir. Seulement comme la durée de vie à l'époque de ces contes était beaucoup plus courte, lorsqu'on voit ses parents devenir vieux, fatigués, qui ont besoin d'aide, il est plus difficile pour un enfant, même devenu adulte, de s'en aller vivre sa vie en laissant tomber ses parents. Alors, on dit souvent qu'on les chasse de la maison. Ah! Le mot chasseur est bizarre, vous me direz, hein. Il a 2 sens. Celui qui va attraper et celui qui chasse, qui fait sortir de la maison. Le chasseur accepte, donc le côté tueur du papa. Il emmène Blanche-Neige dans la forêt. Blanche-Neige n'a aucune raison de se méfier, c'est son papa. La forêt, qu'est-ce que c'est que la forêt? Eh bien, c'est le royaume. La forêt est composée d'arbres, avec des racines qui vont au fond de la terre, avec des branches qui montent vers le ciel, auxquelles poussent des feuilles, puis des fleurs, et enfin des fruits. Souvent, on a comparé les arbres à des êtres humains. Seulement là-bas, c'est le loup, c'est la férocité qui est dominante. Il n'y a pas de loi, c'est la raison du plus fort qui est la plus forte et qui domine, qui est la loi de la forêt. Il va dans la forêt, elle lui a demandé de rapporter le cœur de la fille, et lui, eh bien, il ne peut pas tuer sa fille. Alors il lui dit: tu as tous les hommes à tes pieds, regarde les princes des royaumes de tous les pays qui sont à tes pieds, va vivre ta vie. Et il va tuer un animal, en prendre le cœur et le ramener chez la reine. Lorsque la reine verra ce cœur, la belle-mère, elle va dire: vous avez vu ça? Mon roi de mari, ou plutôt le côté tueur, chasseur du papa, qui est mon mari, a été capable de tuer sa propre fille pour moi. Quand elle va se retrouver toute seule, elle se dit: il faudrait quand même pas qu'ils me prennent pour une idiote. À cette époque-là, les rois et les reines n'allaient pas chez le boucher pour avoir de la viande. Ils allaient à la chasse. Elle est certainement allée 10 fois, 20 fois, 30 fois à la chasse avec son mari. Elle sait que ce n'est pas le cœur de sa fille, mais c'est le cœur d'un animal. Alors elle se met en colère, dans une colère folle, et elle dit: je vais m'en occuper moi-même. Elle ne se déguise pas en sorcière, elle se déguise en grand-mère dans l'histoire, c'est-à-dire en femme qui est en âge de devenir grand-mère plutôt. Là, en tous les cas, dans notre histoire, elle va faire croire à sa propre fille, et bien qu'elle est en âge de devenir grand-mère, que sa fille se marie, qu'elle lui fasse des petits-enfants, qu'elle les gardera le week-end, qu'elle les emmènera en vacances, à Miami, par exemple, pendant qu'eux resteront à New York. Elle lui fait croire cela. Qu'a fait Blanche-Neige pendant ce temps-là? Elle est partie dans la forêt, il fallait bien qu'elle se débrouille, hein, et elle trouve une maison qui est habitée par 7 nains. Alors, il faut s'arrêter 2 petites secondes là, si je me permets, dans l'histoire. Vous avez vu que cette histoire, c'est le combat de 2 femmes, les plus belles du royaume. Une qui commence à vieillir, une qui commence à fleurir, à s'ouvrir. Et toutes les 2 ont peur d'une seule chose, c'est que pour l'une, le mari, pour l'autre, le père, eh bien, ne les aime moins. La fille veut être dominante et la reine a l'impression que son mari va la délaisser.
Cette maison est bien est habitée par 7 nains, comme les 7 jours de la semaine. Alors 7, dans les chiffres magiques, il y a 2 manières de les compter. Ou bien c'est 3 plus 4, ou bien c'est 6 plus 1, comme les 7 jours de la semaine. Si vous regardez bien dans les symboles, le chiffre 3, alors pour ceux par exemple qui sont chrétiens, qui le connaissent très bien, pour eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par exemple, ça fait 3 égale 1 et 1, c'est Dieu. Il y a 3 nains pour le papa et il y a 4 nains pour la maman. Alors le chiffre 4, c'est 2 fois 2. Je n'ai pas de quoi vous le dessiner, mais dans une lettre hébraïque qui est la première lettre de l'alphabet, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, mais la première lettre de la Bible, c'est une lettre, c'est la lettre B, c'est le bet. Et lorsqu'on le dessine, il a la position fœtale. Il veut dire maison, il veut dire deux et il veut dire de, la préposition. Pourquoi 4? C'est le chiffre de la mère, c'est simplement parce que c'est la maison qui est habitée à l'intérieur. Donc c'est 2 fois 2. Les 7 nains sont papa et maman de Blanche-Neige. Mais là, dans cette histoire, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, on s'aperçoit que papa et maman s'aiment par-dessus tout. La maman a beau vieillir, le père a beau vieillir, ils sont toujours ensemble et ils travaillent. Et quel est leur travail? C'est d'être mineurs. Et c'est d'aller chercher au fond de la terre la pierre la plus précieuse. Et souvent, on a comparé la terre, mer, et ils vont dans les entrailles de la mer pour trouver ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qui montre qu'ils s'aiment. Et vous verrez que dans cette histoire, à chaque fois que les nains sont à la maison, aucun autre personnage ne peut être là, évidemment, puisque 3 nains sont pour le papa et 4 nains sont pour la maman. Elle arrive dans cette maison. Que fait-elle? Le ménage. C'est la première des choses qu'elle fait lorsqu'elle rentre dans la maison. Oubliez là le dessin animé de Walt Disney. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle apprend à être une femme comme il faut, selon les normes morales de l'histoire. Elle fait le ménage, ça veut dire qu'elle devient une jeune fille, que bientôt elle pourra se marier. Les nains rentrent à la maison, la voient et la gardent à la maison. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent quand ils s'en vont travailler, ils s'en vont toujours ensemble, ils lui disent: «Tu n'ouvres à personne». On croit que Blanche-Neige a désobéi, mais pas du tout. Lorsque la vieille dame va venir, vous savez, celle que vous croyez être comme une sorcière dans le conte de Walt Disney, la vieille dame frappe à la porte. Les nains ont dit: «Tu n'ouvres à personne». Si les enfants sont à la maison, que leur grand-mère vient à la maison, est-ce que dans le nombre de personnes interdites, la grand-mère l'est? Pas du tout. Si la grand-mère vient à la maison, les parents ne vont pas crier sur leurs enfants d'avoir ouvert la porte à leur grand-mère. Ils l'ont laissée rentrer, pourtant ils n'avaient pas le droit d'ouvrir la porte. Elle vient et elle vient en maman qui vieillit, qui veut bien devenir une grand-mère. La fille n'a aucune raison de la jeter dehors. Elle la laisse rentrer, malgré le fait qu'elle a voulu, en quelque sorte, lui faire du mal. Vous savez, un enfant, hein, vous pouvez le battre 10 fois, 20 fois, 30 fois. Quelquefois, il revient vers ses parents, malheureusement, tout le temps. Il finit par même se demander s'il n'a pas mérité toutes les raclées qu'il a pu recevoir. Elle vient et la première chose, elle vient, elle lui apporte un fruit, pas une pomme, mais un fruit. Vous savez, le mot pomme est bizarre en latin. Il a mal été traduit, par exemple, dans la Bible. On parle de la pomme d'Adam, hein, de cet arbre. Mais le mot pomona, en latin, veut dire fruit. Mais comme il s'approche du mot pomme, qui voulait dire fruit aussi, on a gardé simplement la pomme d'usage. Elle vient et elle lui offre un fruit. Vous savez, il y a eu des époques où on offrait des fruits en cadeau à Noël. Alors, par exemple, en Europe, lorsqu'une famille était très pauvre et que les parents voulaient faire un cadeau à leurs enfants à Noël, par exemple, ils leur apportaient ce qu'on appelait une pomme d'or. La pomme d'or, c'est une orange. C'était l'orange de Noël. Elle vient, elle offre ce fruit à sa fille. La fille est drôlement contente. Pour elle, la maman fait la paix avec elle. Ou alors c'est elle qui fait la paix avec sa maman. Elle va prendre la pomme, elle va mordre dedans et un morceau va lui rester coincé parce que dans l'histoire originelle, elle n'est pas du tout empoisonnée.
Et elle s'en va, il faut qu'elle s'en aille, quoi qu'il arrive dans la structure du conte, parce que si elle ne s'en va pas, les nains ne peuvent pas revenir, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les nains sont toujours ensemble et que parmi ces nains, il y a 4 nains qui représentent la maman, donc qui représentent aussi cette vieille femme. Elle s'en va et les nains rentrent du travail. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Blanche-Neige avec quelque chose qui est coincé là, au niveau de la gorge. Ils la prennent et clac! Ils lui font sortir ce morceau pour pas qu'elle meure. Elle revient à la vie et ils lui disent: «Tu vois, il faut ouvrir à personne, tu n'ouvriras à personne». Alors il y a certains contes qui s'arrêtent à la pomme et d'autres contes de Blanche-Neige qui vont un peu plus loin. On dit que la vieille dame donc, celle qui est la maman et qui joue à être la grand-mère, va revenir à la maison en offrant un peigne. Mais attention, un peigne, vous savez, cette espèce de bijou que les femmes peuvent se mettre dans les cheveux. Ça peut être un peigne, ça peut être une broche, ça peut peu importe, même un serre-tête. Il lui offre ça à Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle est drôlement heureuse, elle va se mettre pour être la plus belle et paf, elle retombe par terre. Et la grand-mère s'en va à nouveau, enfin la maman, le côté sorcière de la mère. Les nains rentrent à la maison, le papa et la maman, ils trouvent leur fille par terre. Ils regardent, ils mettent la main sur le front pour voir, je ne sais pas, si elle peut avoir de la fièvre et ils trouvent quelque chose dans les cheveux, ils vont l'enlever et elle va revenir à la vie. Seulement la troisième fois. Vous savez, les sous-vêtements n'existaient pas à cette époque, hein. Il y avait des fois de la toile ou quelquefois même simplement, vous savez, cette ceinture qui séparait le haut du bas du corps. Ce que les gens considéraient comme étant les parties sales, parties sexuelles, et les autres parties qui étaient les parties les plus, je dirais les plus sacrées, les plus saines. Et donc ils vont revenir chez eux, parce elle va lui offrir ça. Dans certains contes, c'est un corset. Dans d'autres comptes, c'est simplement cette ceinture. Quand ils rentrent à la maison, eh bien, ils savent pas quoi faire. Parce que pour délivrer leur fille, il faudrait la mettre à nu, toute nue. Or, papa et maman ne désirent pas leur fille. Ils n'ont pas idée que pour sauver leur fille du côté sorcière de la mère, qui est représentée par la belle-mère, qui s'est présentée comme une grand-mère, il faut la mettre toute nue. Ou alors, rappelez-vous, quand le conte s'arrête à la pomme, de l'embrasser. Alors va intervenir la quatrième personne de l'histoire, qui va être, je crois, le 15e personnage. On va les recompter tout à l'heure. Le prince. Le prince, il est en âge d'être avec Blanche-Neige. Ils ont le même âge. Quand on en reste à la pomme, il s'approche d'elle et doucement il va l'embrasser. Contrairement à ce que des gens racontent. Alors en France, je ne sais pas si aux États-Unis ils font ça, mais que soi-disant dans l'histoire de Blanche-Neige, il y aurait eu un viol, mais pas du tout. Parce que elle est juste comme cela, mais elle est dans l'acceptation complètement de recevoir le prince, dans l'histoire telle qu'elle est écrite. Donc quand il va l'embrasser, elle revient à la vie. Il l'a pas violée, pas du tout. Vous savez, il faut faire très attention à la compréhension des symboles, à ce qui est dit. Quelquefois, les symboles sont utilisés à des fins où, c'est le walking chez vous, le walk, c'est ça? Nous sommes ici aussi, on a cette espèce de culture qui casse un peu tout et on n'a pas tout à fait la compréhension de ce que ça peut être, où il y a des choses qui sont très intéressantes et des choses qui détournent les choses. Ou alors, lorsqu'elle a le corset ou alors simplement la ceinture, eh bien, il faut la mettre à nu et la seule personne qui peut le faire, c'est quelqu'un qui est de son âge et qui va être le prince. À ce moment-là, il la délivre et elle devient une femme. On n'a jamais parlé de la mort de la mère, de la belle-mère et l'histoire de Blanche-Neige se termine ainsi. Ce qui veut dire qu'au début de l'histoire, nous avions le papa qui était le roi, qui va être représenté par le chasseur, qui va être 3 nains dans la maison des nains. Papa prend le rôle de 5 personnages. La maman va être la maman, la belle-mère, le miroir, la vieille dame et 4 nains, ce qui nous fait qu'elle joue le rôle de 8 personnages. Et Blanche-Neige et le prince. Voici comment peut être racontée et compris cette histoire. Je ne parle pas ici du tout de psychanalyse, je dis simplement de la structure de l'histoire. Les gens, auparavant, à la campagne, comprenaient tous ces personnages, savaient qu'ils étaient là.
Il arrivait souvent même que quand la maman mourait dans un des contes, il ne pleurait pas parce qu'il savait très bien que la maman mourrait, comme je peux dire aux enfants, pour de faux, parce qu'elle va être remplacée d'un côté par la fée et la sorcière. Bientôt, on est dans la symbolique, on n'est pas dans le réel. Voilà comment pourrait être racontée l'histoire de Blanche-Neige. Wow, super, super. Alors là, mesdames et messieurs, nous avons donc écouté l'histoire originelle, hein, Monsieur Tsika, vous dites, c'est donc ça l'histoire originelle de ce conte de Blanche-Neige et les sept nains. Voilà. OK, ben, merci, merci de nous avoir suivis et on reviendra très bientôt avec un nouveau conte de Monsieur Lionel Tsika.